Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une autre vidéo consacrée à la littérature dans laquelle j'avais envie de revenir sur 4 lectures qui m'ont beaucoup marqué pour ce début d'année 2020. 2020 qui pour l'instant est une année extrêmement positive pour les lectures. J'ai vraiment eu des très bonnes surprises, j'ai aussi beaucoup suivi des recommandations sur le Booktube et le Bookstagram qui pour l'instant n'ont jamais abouti à une déception. Évidemment avec le confinement que l'on a vécu, j'ai eu plus de temps pour lire, plus de temps de lire autre chose que des ouvrages consacrés à mes études, et je faisais le compte hier soir, je suis à peu près à 37 livres. En ce moment, si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs mon Instagram est juste là si vous avez envie de participer à mes lectures, à mes aventures de lecture quotidienne, disons-le, vous savez que je suis en train de lire La Recherche de Proust. Voilà, donc on va voir comment ça va se profiler, mais pour l'instant ça a l'air de partir dans une direction plutôt positive. D'ailleurs pour me présenter, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Amélia, je parle de littérature 2 fois par semaine en moyenne, j'essaye de trouver un rythme de vidéos en ce moment, j'adore parler de littérature, de culture de manière plus générale, des thématiques que l'on peut retrouver dans la littérature, de littérature étrangère, de classiques, enfin bref vous l'avez compris, j'aime lire à peu près de tout. Voilà, donc ceci dit, partons dans la vidéo, et le premier ouvrage dont j'avais envie de parler est Belle Amie de Maupassant. Maupassant qui est un auteur dont j'apprécie beaucoup l'écriture. Je ne l'avais plus lu depuis quelques années. Adolescente, j'aimais beaucoup ses nouvelles fantastiques, j'avais beaucoup aimé le Horla, mais je n'avais jamais lu Belle Amie, qui sort pour le coup du genre fantastique et nous amène dans le Paris du 19e et plus particulièrement dans le monde du journalisme du Paris du 19e, et vous verrez que Maupassant n'a absolument pas tendre avec le journalisme. On suit le personnage de Georges Duroy, un homme beau, qui sait qu'il est beau, très fier et prêt à tout pour faire fortune, récemment revenu du nord de l'Afrique, qui va se retrouver à Paris sans le sou et qui va vouloir se construire une carrière, et qui découvre le monde du journalisme, le monde incisif des dernières publications, en quelque sorte des scandales politiques et aussi des associations entre journalistes et politiciens, le monde réellement du 4e pouvoir, et qui va vouloir découvrir ce milieu et surtout se faire un nom pour lui-même. C'est un roman que j'ai trouvé absolument merveilleux, d'où le fait que je vous en parle. J'ai ici retrouvé au niveau du style, un style plutôt réaliste, clairement inspiré par moments de Zola. On sent une influence très clairement de Zola, avec beaucoup de descriptions, un vocabulaire parfois technique sur l'univers du journalisme, des personnages hauts en couleur, des personnages féminins qui jouent un rôle important, puisque Georges va dépendre des femmes, que ce soit la femme de son ami, la femme de son patron, ses maîtresses, pour s'élever dans l'univers du journalisme. Une critique donc de la femme qui doit rester dans l'ombre. On voit à plusieurs reprises d'ailleurs des femmes qui sont mariées à des journalistes, mais qui en réalité écrivent les articles pour leur mari. Donc il y a cet aspect des hommes qui vampirisent, pardon je vais pas faire tomber tous mes livres, mais des hommes qui vampirisent réellement le talent des femmes dans une société où elles n'y disposent pas réellement de droits à travailler, de droits de succession, et où elles dépendent entièrement des hommes. Le personnage de Georges Duroy est un personnage que l'on va aimer détester, puisque en surface il est absolument ignoble, insupportable, arrogant, carriériste et juste pas une personne formidable, mais on se retrouve dans son monde à lui, on voit la manière dont il aborde l'univers du journalisme et la manière dont il voit ses propres ambitions. Il est absolument éhonté quand il s'agit par ailleurs de trouver ce qu'il considère comme être le chemin du succès. Mais on va absolument adorer suivre ce personnage et adorer le détester, adorer manigancer un petit peu contre lui en tant que lecteur. Et ça a été une très belle découverte, ça a été un très beau moyen de replonger dans Maupassant. Je pense que si vous débutez les classiques, je vous recommande chaudement de le débuter parce qu'il fait à peu près, disons-le, combien de pages? Il en fait un peu moins de 400. Ça se lit très facilement. C'est fluide, comme je l'ai dit, c'est plutôt réaliste, c'est vraiment pas difficile à comprendre, il y a beaucoup d'action,
peut-être quelques longueurs par moment, mais ça reste tout à fait abordable. Du coup, une bonne lecture pour Belle Amie de Maupassant. Ensuite, un ouvrage plus contemporain, La Nuit des Béguines d'Aline Keener, aux éditions Lana Lévy Piccolo. Aline Keener, dont j'avais entendu parler lors de son décès l'année dernière, ou peut-être l'année précédente, mais que je savais être une passionnée, une historienne au fait, qui adorait se tourner vers les romans historiques, qui avait publié dans des revues historiques par ailleurs. Et elle s'intéresse dans son livre, comme le titre l'indique, au béguinage. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un béguinage, comme c'était mon cas d'ailleurs avant de lire ce roman, c'était des lieux au Moyen-Âge, il y en avait beaucoup en France par ailleurs, où les femmes vivaient en communauté sans pour autant être bonnes sœurs, ni sans pour autant être totalement laïques. C'est-à-dire qu'elles dépendaient de l'autorité du clergé, mais elles avaient une grande force d'indépendance dans la construction du propre béguinage. Elles géraient elles-mêmes le béguinage. Il y avait une hiérarchie interne avec des femmes qui avaient plus ou moins de pouvoir, qui pouvaient décider de ce qui allait être fait et quand. Elles vivaient de tissage, de broderie, elles avaient des jardins généralement, elles avaient un potager et elles vivaient de manière indépendante dans ces béguinages tout en ayant un contact avec la population puisqu'elles recueillaient régulièrement des orphelins, elles aidaient des femmes à accoucher et donc elles jouaient un rôle important dans la communauté tout en ayant beaucoup d'indépendance pour des femmes au Moyen-Âge. Ça m'intéressait parce que j'avais envie de découvrir un peu plus justement comment les femmes vivaient au Moyen-Âge. Étant donné bien sûr qu'on a une vision plutôt négative, parfois stéréotypée également, de la figure féminine au Moyen-Âge, qui est forcément totalement soumise et totalement limitée dans ses capacités. Et là on s'aperçoit bien sûr que c'est une vision à nuancer, puisque si elles sont effectivement soumises à l'autorité du clergé et que ça va fortement limiter leur choix, surtout que ce livre se situe à une époque charnière où il y a un changement de pape et une persécution envers l'ordre des Templiers et qui pour le coup repart vers les béguines puisqu'elles ont des manuscrits pas tout à fait très permissibles au sein de leur béguinage. Mais on va rencontrer plusieurs personnages féminins indépendants qui n'ont pas d'enfants ou qui ont eu des enfants, qui sont des veuves, qui ont quitté leur mari. Et tous ces personnages vont être extrêmement attachants, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Il y a des descriptions parfois très réalistes des lieux de travail, du béguinage au fait en soi, mais il y a également beaucoup de dialogues et ça va accorder une grande part d'importance aux différents personnages qu'on va rencontrer, puisque comme je l'ai dit précédemment, ça va se situer dans une période charnière où les béguinages commencent peu à peu à être persécutés par l'église. Elles doivent se défendre, mais on va tout de suite rencontrer le personnage de Maheu Larousse, qui est une très jeune femme qui a fui un mariage forcé, abominable, un homme brutal qu'elle détestait, qui va partir vers Paris, où se situe le béguinage de l'histoire, et qui va aller se réfugier dans ce béguinage. Et cela va bien évidemment créer un conflit entre la famille de son mari, qui a l'autorité légale de la faire revenir, et les femmes du béguinage qui vont s'engager à protéger Maheu et à la défendre. Et on voit cette manière où même au sein d'une structure qui est forcément oppressive et qui est forcément très compliquée, telle que le Moyen-Âge, on voit des femmes qui vont s'organiser entre elles, se défendre, se soutenir mutuellement, des femmes très éduquées qui lisent le latin et le grec ancien. Et j'ai été absolument absorbée par cet univers moyenâgeux. J'avais jamais entendu parler des béguinages avant, ça m'a poussée à aller visiter le grand béguinage de Paris du coup qui est dans le Marais. Et ça nous permet réellement d'aborder le Moyen-Âge d'une autre manière, toujours à travers la force bien sûr du clergé, mais également d'une façon un peu plus imprégnée de laïcisme également. Donc très très belle lecture que je vous recommande fortement. Je pense qu'Aline Keener, j'avais été surprise que ce soit un peu... Je pense vraiment que ce livre est peut-être un peu sous-coté, j'en ai pas entendu parler en tout cas beaucoup sur les médias sociaux, alors que c'est une très bonne lecture, donc vraiment
Si vous vous intéressez surtout un petit peu au Moyen-Âge, que vous voulez un roman moderne qui se lit bien, qui se lit de manière fluide, ça a été une super découverte. Ensuite, pour le coup, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je ne peux pas faire cette vidéo sans vous parler de Journal d'une femme de chambre de Mirbeau, qui a été une tellement belle découverte pour cette année, alors qu'il était au programme du club de lecture d'Antasthesia, je ne veux pas dire de bêtises, du mois de mai, sauf erreur, et qui a été fait une des raisons pour lesquelles je me suis lancée sur le Booktube et sur le Bookstagram. Une de mes toutes premières vidéos parle d'ailleurs de Mirbeau et de Journal d'une femme de chambre, mais ça a été... Alors tout d'abord, j'avais jamais lu Mirbeau, j'en avais très peu entendu parler. J'en avais peut-être entendu parler à travers d'autres auteurs ou dans des articles littéraires, mais vraiment je ne connaissais pas du tout Mirbeau, et je suis très surprise que ce livre ne soit pas plus lu. Il y a peut-être certains thèmes qui font que ce serait difficile de l'aborder dans des écoles, peut-être à l'âge du lycée, peut-être un peu plus avancé, mais ça a été une très belle découverte qui pour moi est tout à fait comparable au style d'un Zola, pour le coup, avec beaucoup de réalisme, mais aussi un côté incisif, un côté moderne qui m'a vraiment plu au niveau du style. Comme le titre l'indique, on va suivre une femme de chambre, Célestine, qui va nous amener à travers ces différentes péripéties avec plusieurs mises en abîme par ailleurs. On va retrouver ses aventures avant, qui se retrouve à la campagne en dehors de Paris, qui va devoir servir une famille avec qui elle n'a vraiment pas de bonnes relations. Mais plus que les personnes qu'elle sert, on va être plongé dans l'intérieur de ses domestiques et vers une position pour le coup d'une personne qui n'appartient pas aux classes généralement qui ont leur voix entendue, une personne basse socialement entre guillemets, mais qui a une force d'esprit absolument remarquable. D'ailleurs, un des grands plaisirs de ce roman, c'est que Célestine, c'est juste une personne géniale, et on a l'impression qu'en lisant son journal et en écoutant ce qu'elle dit, et ses commentaires extrêmement sarcastiques et très cinglants sur les familles qu'elle sert, mais également sur les autres femmes avec qui elle travaille. On a vraiment l'impression au fil du roman de devenir son amie et de rentrer dans cette intimité qui est très très peu représentée en littérature. Les domestiques sont toujours présents, bien évidemment, dans les grandes familles et vers les auteurs qui étaient en position sociale d'écrire, mais on ne les fait parler que rarement. Et là, ça m'a vraiment choquée et marquée de pouvoir rentrer un petit peu dans l'intimité de Célestine, qui est un personnage, encore une fois, absolument génial. Je pense qu'on pourrait parler d'elle plusieurs fois, mais il y a des scènes complètement marquantes, on passe vraiment à des scènes comiques, à des scènes tragiques, à des scènes extrêmement dérangeantes, tout particulièrement envers les animaux. On voit aussi une femme qui ne veut pas assumer ce rôle de domestique catin, parce qu'elle sait qu'il y a dans de nombreuses familles, elle peut être appelée à déniaiser le fils aîné, à lui montrer comment on fait l'amour, et elle s'y refuse. Elle va quitter une famille d'ailleurs pour cette raison. Donc on est plongé dans cet univers qui ne tombe pas non plus du tout dans le manichéisme. Donc on va pas du tout avoir une dynamique de méchant patron et gentil domestique. Tout le monde va être un acteur à part entière. Bien sûr, les dynamiques sociales sont critiquées ici par Mirbeau. Décidément, je vais faire tomber mes livres. Et les dynamiques sociales sont bien évidemment critiquées par Mirbeau à travers le traitement de Célestine, mais elle a des patrons tout à fait plus admirables l'un que l'autre, et d'ailleurs un domestique, Joseph, qui est le jardinier de la maison où elle travaille, qui est un personnage antisémite absolument abominable. Donc bien qu'il soit domestique, on va pas du tout aller idéaliser le rôle qu'ont les domestiques et dire qu'ils étaient tous gentils et qu'ils étaient tous tellement moralement bons fondamentalement. C'est pas du tout dans ça. Donc dans ces visions multiples du monde de Célestine, on va pouvoir se poser des questions très complexes sur les rapports de force, sur le rôle des femmes et le rôle des hommes, le rôle des bourgeois, le rôle des domestiques. Donc très complet comme lecture, très dense, mais avec un style, encore une fois, splendide et
et qui se lit très facilement, qui nous fait plonger dans l'histoire, avec des descriptions, mais avec beaucoup de dialogues, beaucoup de monologues intérieurs, évidemment, de la part de Célestine. C'est d'ailleurs littéralement écrit comme ça au journal. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, en tout cas si vous me suivez sur cette chaîne, je pense que vous en avez entendu parler, mais à lire, juste à lire si vous aimez les classiques, vous ne le regrettez absolument pas. Voilà, ensuite le dernier roman dont j'avais envie de parler, c'était Disgrace de Coetzee, que j'ai lu en anglais, mais qui est également disponible en français. Coetzee, un prix Nobel de la littérature, originaire d'Afrique du Sud. On va y suivre le personnage de David Lurie, qui est un prof universitaire blanc, ce qui est bien évidemment important dans le contexte de l'Afrique du Sud post-apartheid, qui va avoir des rapports sexuels avec une élève. Les parents de l'élève vont porter plainte envers l'université et par obstination également personnelle, il va refuser de s'excuser, il va refuser de suivre les conseils de ses collègues et il se retrouve donc forcé à démissionner et va rejoindre sa fille qui habite dans une partie beaucoup plus rurale de l'Afrique du Sud, alors que lui, il s'est habitué à Cape Town. Alors tout d'abord, au niveau du style, le style de Coetzee est pour moi très neutre. Il n'y a pas forcément beaucoup de descriptions, il y a un côté très impersonnel qui va plutôt s'attacher aux objets, aux animaux, à l'atmosphère, plus qu'à l'intériorité. Et normalement, je suis pas forcément une très grande fan de ce style, ou peut-être que je connais juste pas assez bien ce style pour en parler librement, mais ça marchait très bien avec ce roman parce que si on n'a jamais de description intérieure de David, on arrive à comprendre par son environnement, par ses réactions, qu'il est en train de plonger. Et c'est ça, c'est un roman de la chute, du début à la fin, les choses s'empirent et les choses vont de mal en pis, littéralement. Donc d'abord il va rejoindre sa fille, il va y avoir un accident abominable avec sa fille qui va les forcer à changer complètement la manière dont ils voient le monde. Et il y avait aussi ce petit côté kafkaesque du narrateur qui est plongé dans un monde absurde, un monde qui le dépasse, dont il est victime, qui va se retrouver dans une position de passif. Il va tenter de résister, mais même la résistance ne fait pas partie... Il n'a pas les moyens de résister, en réalité. Et cette critique de la société d'Afrique du Sud post-apartheid qui n'arrive pas à se reconstruire, qui n'arrive pas à aller au-delà des différences raciales, tout particulièrement de ce personnage blanc qui appartient à un autre monde. On a l'impression qu'il appartient à un monde qu'il est par nature dans sa présence réactionnaire et vieillot, et qu'il y a un décalage entre le monde qui commence à l'entourer et sa personnalité à lui. Il y a notamment des très fortes critiques du manque d'importance, petite coïncidence, mais voilà, un autre pays où les lettres ne sont pas reconnues à l'université comme elles devraient l'être, avec ce personnage de David qui est très cultivé, mais qui est aussi qui a des gros défauts moraux pour énormément de raisons. Attendez, ça c'est ma machine qui vient de se terminer. Voilà, donc je disais, ce personnage de David qui est un homme fondamentalement cultivé, mais avec des gros dysfonctionnements moraux et une incapacité à vraiment se connecter avec les femmes. Et une grande partie du roman va tourner autour des relations de David avec les femmes, avec son élève, avec sa fille, avec son ex-femme. Et il n'arrive pas à avoir de relations saines avec les femmes, il va forcément vouloir les dominer tout en dépendant d'elles. Et Coetzee réussit à nous faire rentrer dans l'intimité de David, à nous faire sympathiser avec lui jusqu'à une certaine limite, tout en critiquant les problèmes internes de David, les dysfonctionnements majeurs d'Afrique du Sud, tout particulièrement d'un point de vue racial. Donc c'est un roman très très dur, qui peut être très difficile à lire. Moi j'ai eu pas tant au niveau du style, mais au niveau de ce manque d'espoir et du fait que lorsqu'on ne pense pas que les choses peuvent s'empirer, et bah narrativement oui, ça va partir vraiment vers le bas tout du long. Donc une excellente lecture également, et je pense qu'avec ces 4 lectures, j'ai vraiment fait le tour de plein d'endroits et de plein de styles différents, donc je suis très satisfaite. Voilà, donc c'était ça pour une petite vidéo de mise à jour sur mes lectures de 2020. Je dirais vraiment que ces 4 romans sont tous très très différents. On a 2 romans contemporains avec 2 classiques, des époques et des contextes
fondamentalement, je vais y arriver, différents, des styles qui peuvent parfois beaucoup s'opposer, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ces différents auteurs. J'ai particulièrement envie de découvrir Coetzee du coup un petit peu plus, et j'espère que je vous ai un peu partagé mes impressions sur ces ouvrages et je vous ai donné envie de les lire. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère revenir bientôt vers vous pour une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, si vous avez envie de découvrir plus de contenu littéraire, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram. Je poste 2 fois par semaine des vidéos de tout type sur la littérature, sur des auteurs, sur les thématiques littéraires, et j'ai vraiment envie d'aller plus loin et de continuer à vous proposer du contenu vidéo. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires et j'espère vous voir bientôt. Bye bye!